Tout est bon, superbe. Voilà, bienvenue à ce 24e rendez-vous épisode de J'ai rendez-vous avec Bernard Marie, qui est fondateur de l'Institut IGI, Institut de recherche par des praticiens, centre de formation, développeur de l'outil Holacracy dans le monde et créateur du management constitutionnel. Voilà, sachez que vous disposez dans la barre de menu Zoom, si vous êtes sur Zoom avec nous, au centre d'un bouton QR pour pouvoir poser vos questions durant ces 30 minutes ensemble. Et si jamais vous nous regardez depuis LinkedIn ou YouTube, comme d'habitude, vous pouvez faire de même dans les commentaires. Alors, le thème d'aujourd'hui fait suite à une tribune que tu as écrite, Bernard Marie, publiée dans Forbes, qui s'appelle Sortir de nos croyances limitantes. On va voir ça tout de suite, mais avant de commencer, un petit mot, Bernard Marie. Alors, sache par contre que tu es muté. Oui, je suis ravi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de plonger dans ce sujet qui est un sujet vraiment important en matière de transformation profonde des organisations. Superbe. Alors, première question directe. En quoi les croyances limitantes, en fait, vont-elles freiner la mise en place de l'holacratie? Et au final, est-ce qu'on peut faire l'impasse sur le fait de gérer ces croyances limitantes? Et finalement, en quoi sont-elles limitantes? Waouh, beaucoup de questions. Donc, en fait, si je comprends bien, pourquoi c'est important de s'intéresser à ce sujet des croyances? Alors, c'est les croyances collectives, on va préciser le propos, des croyances collectives implicites et limitantes. Euh, il faut peut-être, pour bien comprendre, et j'ai posé le contexte pour ceux qui nous suivent, j'ai l'habitude de présenter les 6 territoires, la carte des 6 territoires pour une transformation profonde. Vous vous rappelez, avec une ligne d'eau et en dessous tout ce qu'on ne voit pas et au-dessus tout ce qui est visible. Et 3 systèmes. Donc, ça fait une matrice à 6 cases. 3 systèmes, le système individuel, donc l'individu, toi, moi, etc. On a tous effectivement dans l'invisible des croyances inconscientes pour en avoir des croyances conscientes aussi dans le visible. Et puis après, il y a le système collectif. Le système collectif, c'est le corps social, c'est le nous, c'est les équipes, dans lequel il y a aussi des croyances collectives, explicites et ou implicites, et dans lesquelles il peut y avoir des croyances collectives implicites qui vont à contre-courant. C'est celle-là qui nous intéresse. Et puis, il y a le troisième système pour mémoire, qui est le système de l'entreprise vu comme un organisme vivant à part entière, non humain, qui travaille avec des humains, bien sûr. Et puis, et c'est là d'ailleurs où se positionne Holacracy. Donc, vous allez comprendre, c'est hyper simple à comprendre. En fait, si vous avez déjà nagé à contre-courant, vous savez qu'on avance beaucoup moins vite et souvent, on peut reculer. Ben, c'est la même chose. S'il y a des croyances collectives, implicites, qui sont des forces contraires à la transformation, ce vers quoi vous voulez transformer l'entreprise, par exemple, vous voulez responsabiliser les gens et en même temps, imaginez que dans cette entreprise, de façon implicite, il y a une croyance collective qui a été engrammée à l'époque par le fondateur, par exemple, qui serait on ne peut pas faire confiance aux êtres humains, alors c'est juste pas possible. Vous avez des anticorps, vous avez un courant qui va exactement qui est très puissant dans la structure, dans la culture, qui va exactement à l'opposé de ce que vous voulez faire. Donc, quoi que vous fassiez, du coaching, de la formation, holacratie, pas holacratie, ça ne marchera pas du tout. Vous allez faire du surplace, voire régresser. Donc, voilà pourquoi c'est important de s'adresser à ce sujet-là. Ce matin, très tôt, j'avais un call avec un dirigeant et on a traité justement de ce sujet-là. Et ils changent de dirigeant et ils viennent d'un fondateur très charismatique, mais qui poussait. Donc, ce qu'ils ont retenu collectivement, c'est, après avoir fait un travail d'exploration, on expliquera ça sûrement comment on peut faire, on est tous nuls. Lui seul, il a la vision. Et du coup, évidemment, ce sujet-là, pour la prise de poste de ce nouveau dirigeant, c'est indispensable de commencer par là, sinon il n'a aucune chance. Oh. Mais du coup, pour pouvoir traiter justement ces croyances, au final, au fond, c'est quoi une croyance? Est-ce que tu pourrais la définir? Et au final, quelle différence il y a entre une croyance collective et une croyance individuelle? Okay, qu'est-ce qu'une croyance? Tous les êtres humains ont des croyances. C'est une construction mentale que moi, être humain, je considère comme étant la vérité. Ce sont des présupposés, conscients ou inconscients, que je me suis créé dans mon histoire personnelle et qui ont, c'est ça qui est important, qui ont un impact majeur sur notre manière d'agir. Parce que les croyances, elles sont autoréalisatrices, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, elles sont autoréalisatrices. C'est pour ça, d'ailleurs, si je me place 2 minutes sur l'individuel, il y a des croyances pour ceux qui ont déjà eu des espaces avec des coachs assez profonds ou avec des thérapeutes, vous savez très bien que quand vous identifiez une croyance qui vous a limité,
qui avait du sens au moment où vous voulez le créer, mais qui maintenant, dans votre vie d'adulte, n'a plus de sens, eh bien, le fait de la pointer, de la nommer, vous permet d'en sortir. Et comme par hasard, votre vie va changer. Hein, donc voilà, c'est ça la croyance. Il y a différentes sortes de croyances. Il y a des croyances qui sont aidantes, facilitantes, qui donnent de l'énergie. Et puis, il y a des croyances limitantes, freinantes, qui vous pompent votre énergie. Et l'orientation de ces croyances, ça peut être sur soi-même, sur les autres, sur le monde ou sur la vie en général. Exemple de croyance personnelle, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je l'ai fait mienne, c'est naturel, ça correspond à mon rythme biologique, mais c'est une croyance. Pour moi, elle est positive, elle est aidante. Pour d'autres, elle pourrait ne pas l'être. Ou alors, dans la vie, il vaut mieux ne pas prendre le risque. Vous savez, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ça, c'est une croyance qui, dans certains métiers, en tout cas, le mien, ça serait extrêmement limitant. Je ne l'ai pas, je n'ai pas fait mienne, celle-là. Ou alors, m'exprimer, c'est dangereux. Écouter, ce n'est pas dangereux. Voilà, ce type de croyance personnelle, bon, tout le monde connaît ça. Maintenant, si on passe aux croyances collectives, tous les êtres humains ont des croyances, donc je l'ai dit, et parfois, enfin pas parfois, systématiquement à chaque fois qu'il y a un collectif, donc il y a une organisation, il y a un groupe, ce n'est pas forcément une entreprise commerciale, ça peut être une association, ça peut être tout ce que vous voulez, il y a un besoin inhérent à toute communauté humaine de se construire des repères communs. C'est comme les croyances collectives, c'est comme un logiciel de l'organisation, un logiciel de la communauté, un logiciel mental de l'entreprise ou de la communauté. C'est des représentations sur soi, encore une fois, ou sur l'équipe, ou sur le monde qui deviennent identitaires. Elles viennent forger le socle identitaire de cette organisation, de cette communauté. Souvent, elles sont c'est influencé par la personnalité du fondateur et ou les événements qui ont pu impacter fortement l'entreprise, genre des crises. Et encore une fois, ces croyances, elles sont intéressantes à regarder parce qu'elles sont autoréalisatrices. Dit autrement, les organisations créent les comportements qu'elles méritent, en fait. Ça revient à ça. Et donc, si vous en avez des croyances, si vous détectez des croyances collectives qui sont limitantes, ça vaut le coup de les pointer et puis de les transmuter, de les changer en autre chose. Voilà. Donc, le risque de ces croyances, ben, c'est toujours le même risque. C'est les biais, c'est la confusion avec le réel. Et souvent, ces croyances limitantes, ben, elles ont eu un sens à une époque, probablement, et puis que maintenant, elles sont devenues obsolètes et elles empêchent l'entreprise d'exprimer davantage sa raison d'être. Par exemple, chez AGI, on a plusieurs croyances, on en a 4 formelles, et il y en a une croyance que j'adore, on peut faire confiance à l'homme. Celui-ci est fait de potentialité. Il est toujours en devenir et ne se limite pas à ce qu'il montre de lui. C'est le contexte qui façonne les comportements. Sain lorsque l'environnement l'est, malsain lorsque l'environnement est malsain. Ça, c'est une croyance fondamentale de l'Institut AGI, explicite, collective et explicite. Donc, l'organisation qu'on met en place dans une entreprise est fortement influencée par la représentation que nous faisons du monde. Voilà pourquoi c'est important de s'y intéresser. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, en dehors de IGI, des exemples de croyances collectives limitantes que tu as pu rencontrer dans les entreprises que tu accompagnes ou avec les dirigeants que tu accompagnes? La croyance d'AGI, elle n'était pas limitante, on est d'accord. C'est Oui. un exemple de croyance limitante. La croyance que je viens de citer, c'est une croyance qui est aidante. Et même, elle est même fondamentale parce qu'elle est au cœur de la raison d'être d'AGI. Alors, si on va sur des croyances collectives limitantes, on en rencontre toujours et plein dans les entreprises qu'on accompagne. Celle qui me vient tout de suite, je l'ai déjà citée, on ne peut pas faire confiance aux êtres humains. C'est incroyable, mais il y a plein d'endroits où les gens ne font pas confiance aux êtres humains. Et du coup, si tu veux, quand on a cette croyance qui est engrammée dans une entreprise, aller vers le self-management, ça nécessite évidemment de faire le pari de la confiance. Donc, cette croyance limitante, elle va tout saboter. Elle risque de saboter la mise en place de quoi que vous fassiez, quelque énergie que vous mettiez pour transformer. Donc, si cette croyance-là, n'est pas levée, ça n'avancera pas ou ça avancera tellement lentement parce qu'il va falloir 10 fois plus d'énergie pour faire avancer que nécessaire. Donc, celle-là est à déterrer immédiatement, à affiner. Alors, c'est l'éternel débat entre Rousseau et Hobbes, je ne vais pas rentrer dans le contenu. Et c'est vrai que les comportements des personnes peuvent être malsains dans des environnements malsains, mais dans des environnements sains, ce qu'on pense, c'est que les êtres humains les comportements sont sains et donc on peut leur faire confiance.
Donc, il faut probablement creuser. Ça mérite d'être creusé. Un autre exemple, c'est j'adore cela. Les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ça, c'est une croyance qui est très, très répandue. Et c'est la mode et c'est le jeu qu'on retrouve très souvent sur Internet. Il faut éradiquer le management. Et les affreux managers, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir et c'est pour ça que c'est dur. Bon, c'est un gros bullshit. En fait, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui pensent ça, ils n'ont jamais managé, donc ils ne savent même pas de quoi ils parlent. En fait, cette croyance, elle est fausse. Enfin, ma croyance, c'est qu'elle est fausse. Il faut être plus précis. Ma croyance, c'est que la croyance est fausse. Ben, parce que celui qui vous parle, il accompagne des managers depuis tellement longtemps. Il était lui-même manager. Et que je sais bien, pour bien les connaître, qu'en fait, ils font un job qui est difficile, qui est incroyable. Il y a une grande crise au niveau du management aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet, mais. Et en fait, le manager, il est. En fait, à chaque fois qu'il y a une transformation, il est extrêmement vigilant parce qu'il sait que son talent, son talent, sa grosse valeur ajoutée dans une entreprise, c'est sa capacité unique et singulière à identifier des besoins de l'organisation que les autres n'identifient pas et c'est pour ça qu'ils ne sont pas managers. Voilà, ça c'est. Alors, ce n'est pas 100% des cas, mais c'est au moins un gros 95. Donc, effectivement, quand tu embarques les managers, dis ouais, on va libérer l'entreprise, genre le dirigeant se pointe le lundi matin, allez, on libère l'entreprise. Bon, ben, mets-toi à la place d'un manager normalement constitué, il a fumé la moquette. Et évidemment, il a raison, parce que ça ne veut rien dire, c'est le chaos assuré. Et puis, alors en plus, tout le monde va projeter, on ne veut plus de management, parce que tous les biais cognitifs sont à l'œuvre, à la hauteur du mal vécu des collaborateurs dans les pouvoirs qu'ils ont suivis. Et donc, c'est la boîte de Pandore qui est ouverte et c'est une catastrophe. Et donc, on a souvent, les managers ne veulent pas lâcher le pouvoir, une projection sur les managers, ce qui est entièrement faux. Ou alors, une autre croyance différente, qui est très fréquente aussi, c'est chez nous, les gens sont gentils. Alors, c'est gentil de dire ça. On pourrait dire que l'intention est bonne, ouais, mais sauf que c'est une croyance extrêmement limitante parce que sous-jacent cette croyance, les gens ne disent pas les choses par peur de ruiner leur relation, par peur d'être méchants, etc., etc., par peur d'être hors culture, hors jeu, exclu de la culture. Et donc, du coup, tu peux t'asseoir sur tous les feedbacks. Mais je ne connais pas une entreprise qui peut progresser sans qu'on s'interroge prenne du recul. Ça ne veut pas dire blâmer les gens. Prendre du recul sur la situation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Ça ne peut pas marcher autrement. Tout le monde parle d'agilité, de test and learn, ben, c'est basé là-dessus. Et donc, effectivement, quand vous avez cette croyance qui est engrammée, c'est sûr qu'en apparence, les relations ne vont pas être ruinées, mais l'entreprise ne va pas avancer. Et en réalité, au fond, quand on creuse un peu, parce que là, on est dans l'invisible, les relations, elles ne sont pas meilleures, au contraire, elles sont pires. Parce que les gens ont besoin qu'on leur dise des choses. Simplement, c'est la façon de le dire. Et donc, une façon de traiter cette croyance, parce qu'elle est pointée, que les gens ont compris qu'elle était limitante, eh bien, c'est d'apprendre à faire du feedback. Il y a des processus pour ça. Et le plus simple que je connaisse, c'est si je veux te donner un feedback, oui, je veux dire, est-ce que tu es OK pour que je te donne un feedback? Mais si tu me dis oui, ben, j'y vais. Tu m'as donné l'autorisation, la permission. Et je vais le faire sans blâmer. Je ne suis pas obligé, tu peux faire un feedback sans forcément te blâmer. Je peux venir en étant objectif par rapport aux faits qui sont réalisés. Alors, il y en a plein d'autres. Je ne vais peut-être pas tous les développer, mais il faut travailler autant que le dirigeant. Et ça, c'est une croyance intéressante dans une entreprise, mais c'est arrivé 2 fois dans mes accompagnements. Le dirigeant était une force de production. Il y a le mythe du dirigeant qui joue au golf toute la semaine. Bon, ce n'est pas du tout le cas pour cela. Et donc, ce dirigeant auquel je pense, Vincent, lui, il travaille comme un forcené, mais il ne fatigue même pas, c'est fou. C'est une force de la nature. Il fait du 7-7, 24-24, 365 par an. C'est un dingue. Et en plus, il travaille beaucoup, fait beaucoup d'heures. Bon, il est entrepreneur. Et en plus, comment dirais-je, il n'est pas stressé et il reste efficace. C'est incroyable. Bon, du coup, il n'a pas fait gaffe. Son entreprise a 10 ans. Et puis, petit à petit, ça s'est engrammé. Nous, on s'en est rendu compte, non pas dans un exercice sur les croyances, mais dans un autre exercice, je raconterai plus tard s'il y a des questions, lors d'une réunion stratégique. Et qu'en fait, les gens ont grammé, ouais, comme ils admirent tous Vincent. Et puis, Vincent, il est très bienveillant. Tout le monde admire Vincent. Et donc, ils ont engrammé le fait qu'il fallait qu'il travaille autant que Vincent. Aucune chance. Aucune chance de travailler autant et aussi bien que Vincent. Mais le fait d'avoir cette croyance, ça induit une forme de stress, d'exigence, de pression qu'ils se mettent et de stress. Ce qui fait qu'ils sont stressés, et parfois très, 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 très stressés. Et évidemment, quand on est très, très stressé, on n'est pas productif, on n'est pas efficace, on n'est pas créatif. Et donc, ils perdent leur énergie. Voilà, ça, c'est une croyance aussi qu'on a levée. Ou alors, on ne livre pas ses émotions en entreprise. Ça, c'est ballot parce que ça veut dire que dans les entreprises, on a le droit qu'à avoir une tête, qu'un mental, mais sauf que
Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon mental, c'est une partie, c'est un outil qui fonctionne assez bien. En revanche, tout ce que me meut dans la vie, ça part toujours des émotions. Toujours. Je passe ma vie à écouter mes élans intérieurs. Ce n'est pas mental du tout. C'est ce qui me met en mouvement. Donc, la question des ressentis, qui est beaucoup tabou dans les entreprises, oh, pas de ressenti, etc., pas de développement personnel, etc., etc. Et il y a une partie qui est vraie, jusqu'où on va. Et en même temps, pour les projets, c'est un truc qu'il va falloir gérer. Donc, il y a besoin de savoir gérer et accompagner ces espaces particuliers d'émotions, justement pour mettre en mouvement l'entreprise. Et ça passe toujours par l'expression des ressentis. Expression des ressentis, ensuite on va au sens profond et ensuite ça te met en mouvement. La mise en mouvement, en action, passe par les ressentis. Elle ne passe que par là d'ailleurs. Sinon c'est le fouet, ça n'a jamais marché, ou ce n'est pas durable. Donc ça c'est un sujet, c'est un sujet complexe, je ne vais pas développer plus, mais c'est un sujet extrêmement important. Une autre croyance que j'ai rencontrée, alors ça plutôt dans les grands groupes, c'est chaque manager a la liberté de définir comment il veut manager. Alors voilà, on rame, puis un jour, le grand jour, ça y est, je suis arrivé, j'ai été nommé manager, bâton de maréchal, et j'organise l'équipe comme je veux. C'est une catastrophe, ça. C'est une catastrophe. Parce que organiser l'équipe comme je veux, ils n'ont pas lorsque tu as été recruté manager à ce niveau-là, on n'a pas vérifié que tu avais les compétences pour le faire. Et la plupart des managers n'ont pas de compétences managériales. Et c'est normal, parce que le management est franchement une discipline assez pauvre. Et ne parlons pas du management dont on parle là, l'organisation du travail, le pouvoir constituant d'une équipe, la définition de la gouvernance, comment ça fonctionne. Là, c'est une compétence supplémentaire qui n'est pas le management, qui est le management du management. Alors là, il n'y a plus personne. C'est une discipline qui n'est pas encore, en tout cas dans les entreprises, qui n'est absolument pas développée. Or, évidemment, pour que l'entreprise progresse, ça passe par une transformation managériale et self-managériale, mais le self-management n'arrive que si on transforme le management avant, c'est évident. Et du coup, il y a un corpus à créer et tous les managers, ils sont assez novices en la matière. Donc, si chaque manager qui se pointe reprend la suite de quelqu'un, fait ce qu'il veut, on va régresser tout le temps, on ne va jamais profiter des best practices. Ça, c'est un frein. Je ne vais pas citer les noms, mais je pense à 2 grands groupes qui sont freinés uniquement à cause de ça. Donc, ils font des belles choses dans un département, dans une division, dans une business unit. Et puis, à un moment donné, le type qui a bien réussi pendant 6 ans, il est nommé, il est promu ailleurs. Il y en a un autre qui se pointe et tout le travail qu'il a fait pendant 6 mois est écrasé. Pendant 6 ans, pardon. Tout le travail qui était fait de construction de ce que vous voulez, entreprise, responsabilisation, machin, il était écrasé en moins de 6 mois par le successeur. C'est non-assistance à organisation en danger. Tout ça au nom d'un paradigme, d'une croyance, c'est que toi, manager, tu as gagné le droit. Tu as le droit de pouvoir. C'est comme le droit de cuissage au Moyen-Âge. Voilà, c'est ton territoire, tu fais ce que tu veux. Non, non, non. Ça n'a aucun sens, évidemment. Et ce qui est dingue, j'ai un groupe, j'ai vraiment beaucoup de compassion pour eux, parce que ce sujet, la discussion qu'on a ensemble, ils l'ont pointé, ils le savent pertinemment, ils ne savent pas quoi faire avec. Grave, et ça fait 2 ans. J'ai dit, si vous ne savez rien faire avec ça, moi, je ne peux rien faire pour vous. Rien. Parce que c'est le truc à déterrer. Tous les efforts qu'on pourra faire ensemble, ça sera peine perdue. Je peux vous citer plein d'exemples. Et du coup, ils sont scotchés. Et pourtant, c'est un grand groupe. Si je citais le nom, vous seriez étonné parce qu'il fait beaucoup de buzz sur la libération, le machin, etc. Mais c'est un gros bullshit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, un autre sur le conflit. Il faut absolument éviter le conflit. Non, c'est une croyance qui est limitante. Il ne s'agit pas d'être violent, mais les gens confondent violence et conflit. Et là, ça vaut le coup de déterrer parce que, effectivement, il ne s'agit pas d'être violent, mais le conflit est inévitable. En fait, même avec les personnes que vous appréciez, etc. Moi, je vis avec ma femme depuis 45 ans. Le conflit, il n'est pas permanent, mais il est régulier. Et heureusement, parce que s'il n'y avait pas de conflit, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation, parce que dans la relation, il y a des frottements. Donc, c'est ça le conflit. Et on l'ajuste. Ce n'est pas violent. C'est ce qu'on appelle vulgairement les scènes de ménage. Moi, je suis un spécialiste de la scène de ménage, et ma femme aussi. Et ça se gère, on va apprendre à le gérer. C'est juste qu'on a des conflits, on a des conflits sur certains sujets, on a nos petits processus pour traiter ça. C'est normal, c'est inévitable. Ou alors, tu n'as pas de relation avec les autres, tu es tranquille, tu ne seras jamais en conflit. Bref, donc c'est un sujet qu'il faut sans doute aborder dans certains cas, dans certaines entreprises. Il y en a d'autres, croyances, puis je vais arrêter là parce que j'en ai déjà cité pas mal. Ma liste n'est absolument pas exhaustive, d'accord. L'être humain est extrêmement abondant en matière de croyances. Il y en a une que j'adore, le manager sait tout, parce que moi j'en ai souffert de celle-là. Le manager sait tout, c'est pour ça qu'il est manager. Et quand j'ai été manager pendant longtemps, pendant 20 ans dans le modèle conventionnel, cette croyance-là, je la sentais. Et ça me mettait une pression en tant que manager. On me sollicitait et j'avais la pression et l'exigence qu'il fallait que je réponde puisque j'étais manager.
ou le dirigeant, etc., etc. Non, effectivement, ça se saurait si les managers savaient tout. De toute façon, personne ne sait rien, c'est plutôt ça. Et du coup, faut changer. Et cette croyance, elle est intéressante parce qu'elle nous invite à aller creuser du côté de la complexité, gérer la complexité, le monde de l'incertain, etc., etc., etc. Et donc, c'est un outil de développement du management et du self-management qui est incroyable. Voilà, puis après, il y a le truc, la tarte à la crème qui me. Souvent, il y a des exigences dingues. Il faut être bienveillant. Comme personne n'a expliqué ce que ça voulait dire bienveillance, eh bien, tu es bien avec ça. Ou alors, on ne changera jamais. C'est entendu, c'est la faute des autres. Bref. Je vais arrêter là. Et du coup, pour répondre à ta question, des exemples de croyances, je crois que j'en ai cité pas mal. Oui, effectivement, merci, ça nous a bien alimenté. Et du coup, à un moment, tu as parlé de croyances limitantes inconscientes. Et du coup, si elles sont inconscientes, est-ce que c'est possible de les débusquer? Comment est-ce qu'on s'y prend? Comment les dénicher? Et quel système en fait mettre en place pour que les personnes dans l'organisation prennent conscience justement qu'elles ont des croyances limitantes à la transformation et comment leur faire accepter de changer, du coup, de les changer? Ouais, c'est une bonne question. C'est pas compliqué et en même temps, il ne faut pas être pressé. C'est la question qui amène les réponses, comme toujours. La plupart des gens la plupart des dirigeants, des managers que je rencontre ne se questionnent pas là-dessus. Donc, le simple fait qu'ils lisent une tribune, qu'ils écoutent cette émission aujourd'hui, va leur poser la question. Ils vont s'interroger. Et ça suffit. À partir du moment où ils s'interrogent, eh bien, ils vont mettre quelque chose en place. Alors, peut-être qu'ils vont nous demander, encore l'exemple de ce dirigeant la semaine dernière, que ça a interrogé. Il m'a dit, comment je peux faire? J'ai dit, c'est simple, tu fais un travail de groupe. Pas forcément toute la boîte, discutable, c'est pas le principe de réalité. On n'a pas le temps d'attendre 3 mois, 4 mois pour. Et du coup, tu fais un petit travail d'exploration en groupe. Donc, il a réuni son équipe, t'expliques de quoi on parle, un peu tout ce que je viens d'expliquer, en fait, tout simplement, ce que c'est qu'une croyance, les croyances limitantes, en quoi c'est intéressant de s'y intéresser. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a parlé longuement. Et puis après, le groupe se pose la question, quels sont les supposés ou les présupposés ou les croyances de fond qui ont construit jusqu'à date notre entreprise, son fonctionnement, son organisation, son management. Quelles sont celles qui ont permis nos réussites? Quelles sont celles qui auraient pu ou qui nous ont limités? Et ajouter, pour les aider à explorer, ils peuvent regarder plusieurs champs, notre façon de manager, notre façon de nous organiser, notre façon de piloter nos projets, qu'est-ce que ça dit de nos croyances, nos collaborateurs, notre manière de leur faire confiance ou pas, de les manager, notre vision de nous-mêmes, qu'est-ce que ça dit de nous, nos clients, qui ils sont, ce qu'ils attendent et comment ils nous voient. Voilà, vous pouvez agrémenter avec plusieurs têtes de chapitre, terrains de jeu pour observer avec le paire de lunettes, qu'est-ce qu'on apprend sur nos croyances en regardant ça. On donne quelques minutes de réflexion personnelle. Moi, j'invite souvent à faire par écrit. Quelques minutes, c'est au moins 7, quoi. Hein. Et puis après, on fait un espace, on les réunit en sous-groupes pour qu'ils partagent. Ça dépend de la population. Et s'ils sont très peu, ce n'est pas la peine. Mais s'ils sont 15-20, à ce moment, tu fais des sous-groupes de 3. Et puis après, donc ils vont partager, progresser. Hein, ils vont aller plus loin dans la réflexion. Ça va être enrichi. Et puis à la fin, tu réunis tout le monde dans un débriefing en plénière, tu captures, etc. Et tu fais une synthèse. Ça, c'est la base. Cet exercice. En fait, ce qui est puissant, c'est que cet exercice permet non seulement de commencer à identifier quelques croyances qui pourraient être limitantes, mais surtout permet d'ancrer un nouvel élément de culture qui va devenir permanent après. Et le moment opportun, ça va permettre d'identifier les croyances. C'est le cas, là, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, dans une réunion de stratégie chez un client. On faisait une réunion de stratégie, rien à voir avec les croyances. On faisait une réunion de stratégie que j'animais, et pendant cette réunion de stratégie, eh bien, on a identifié 2 croyances. On ne l'a pas fait pour ça. Mais comme ils avaient déjà fait l'exercice antérieurement et qu'ils avaient identifié d'autres croyances limitantes, mais pas celle-ci, parce qu'on peut rarement être exhaustif à travers un travail d'exploration, mais du coup, ils avaient encore ça en tête. Et donc, c'était un réflexe. Je ne sais plus qui a pointé. Ah, on dirait qu'il y a une croyance. Boum. Et donc, on a arrêté le processus de stratégie, on a fait une parenthèse, et effectivement, on en a sorti 2. On a pêché 2 gros poissons. En l'occurrence, il faut travailler autant que le patron. Hein, c'est là où ça s'est passé. Et puis, chez nous, on est gentil. Bon, ça, il ne l'avait pas vu avant, mais ce n'est pas très grave. Donc, en fait, on rentre dans l'exploration, elle est double. Elle est d'une part un exercice proactif qu'on peut faire pour la première fois, se poser la question. Mais rien que le fait de se poser la question, les réponses arrivent rapidement. Et plus loin que ça, dans la durée, c'est un nouvel outil que les gens, ou un nouveau sujet, une nouvelle perspective que les gens ont intégré parce qu'ils sont déjà passés par là. Et du coup, ils vont pouvoir lever petit à petit les croyances limitantes et ensuite les transformer.
Et du coup, lorsque tu peux observer ça, par exemple, cette croyance limitante que vous avez soulevée dans cette entreprise à la suite d'une réunion de stratégie, quels ont été les effets par derrière? Est-ce que du coup, ça a été mis en place, enfin, il y a eu un changement directement ou alors ça demandait du temps? Comment est-ce que ça s'est concrétisé à travers des comportements? Bah là, c'était hyper simple en l'occurrence parce que dans la réunion stratégie, on les a recyclés dans la réunion stratégie. Donc, il faut travailler autant que le patron, ça a été transformé de mémoire, parce que ça date déjà quelques mois, c'était transformé de mémoire par un heuristique stratégique, priorité, un truc du genre priorité au rythme de chacun, même sur la quantité, enfin, je ne sais plus comment c'était dit, mais en fait, un focus pour que les gens intègrent à chaque fois qu'ils prennent des décisions pour faire d'autres choses, qu'ils le fassent dans le respect de leur rythme biologique. Alors, il y avait du durable parce qu'effectivement, ils ont pris conscience que ce n'était pas possible. Ils ont pris conscience que ce n'était pas durable, que c'était les burn-out. D'ailleurs, il y a eu des cas de burn-out. Ils ont pris conscience de tout ça. Donc, après, ils ont transformé ça en un heuristique, un outil d'aide à la décision qui est affiché en tant qu'élément de la stratégie. Son stratégie en holacratie, c'est un élément, donc c'est un heuristique qui était recyclé immédiatement. Et puis, donc, du coup, ça s'est intégré naturellement. Le chez nous, on est gentil. Là, c'était un petit différent parce que la question, c'est comment tu crées une culture de feedback. Comment tu crées une culture de challenge. C'est une entreprise qui fonctionne depuis des années à coup de coaching, à coup d'intelligence collective. C'est les deux piliers. Coaching, super, pour faire progresser les gens. Et puis la coopération, la collaboration, la co-co-co-co-co, dont tout le monde parle tout le temps. C'est le deuxième levier. Mais il leur manquait un troisième levier essentiel, probablement plus puissant que les deux premiers, dont on parle jamais, rarement, c'est la capacité de se challenger les uns les autres. Et quand je dis la capacité de se challenger les uns les autres, je ne parle pas de blâmer. On peut challenger évidemment des rôles. En plus, c'est facile en intermédiation dans la classique. On peut challenger des rôles et des situations sans blâmer les personnes, évidemment. Alors, c'est encore plus simple quand vous avez un outil comme Holacracy, puisqu'il y a une différenciation qui est intégrée par tout à chacun, après quelques mois de pratique, entre la personne et le rôle. Et donc là, on a créé des processus. Moi, j'avais déjà travaillé sur le sujet, donc j'aurais proposé des processus. Ils les ont retouchés un peu, ils les ont mis en place, ils ont formé toute l'équipe, toute l'entreprise, par équipe, pas par équipe, l'entreprise, par paquet de 10, je ne me rappelle plus. Et puis ils sont entraînés à faire des feedbacks. C'était une formation très expérientielle, pas intellectuelle du tout, sinon ça ne marche pas. Et puis voilà, donc ils ont fait un pas en avant extraordinaire, extraordinaire. Et puis, ils ont rajouté un heuristique du genre mieux vaut dire les choses maladroitement que de ne pas les dire. Et ça, c'est devenu un élément, ce n'est pas exactement la formulation, je ne rappelle pas exactement la formulation, mais c'est ça. Et du coup, ils se sont autorisés. Ils ont passé un accord relationnel entre tous les membres qui le souhaitaient, en l'occurrence tous. Ils ont tous accepté les uns vis-à-vis des autres. Donc, on est dans des accords relationnels, on est dans le système du milieu, dans le champ du collectif, c'est les croyances. Et ils ont accepté cet accord formel entre tous, qu'ils ont adjoint à leur ensemble d'accords relationnels. Ils appellent ça une charte. Et dans cette charte, ils ont rajouté cette phrase que tout le monde a acceptée, un par un, chacun a accepté. Ça veut dire que chacun accepte d'aller plus loin dans sa communication, et ça veut dire aussi que chacun accepte d'entendre un peu plus que d'habitude de la part des autres. Et ça a créé un shift, ça a créé un changement de trajectoire. Voilà. Waouh, top. Bon, du coup, là, il est 59, donc c'est la petite période de frustration. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Voilà, sachez que nous organisons régulièrement ces rendez-vous. Cependant, il s'agit de notre dernier rendez-vous avant celui du 1er septembre, car effectivement, nous n'organisons pas en août. Donc, comme d'habitude, sur le profil de Bernard-Marie, vous verrez le prochain événement de publier qui aura donc pour date le 1er septembre. On se verra donc à la rentrée. Merci beaucoup, Bernard-Marie. Merci pour toutes tes réponses et tes éléments voilà, très enrichissants. Je te propose de conclure ce rendez-vous en quelques mots. Je suis heureux en fait d'avoir partagé avec vous. Je ne suis pas frustré pour une fois parce que je pense qu'on a dit l'essentiel. Donc, il suffit de comprendre ça pour être capable de gérer, d'identifier et de gérer les croyances limitantes. Parfait pour moi. Super, merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite une excellente journée et au 1er septembre. Profitez Au de revoir, bien bel de votre été. mois d'août.